Jusqu'au 30 novembre 2025, nous sommes dans la 4e année, au jour 280, depuis le début de l'invasion totale. Soyez les bienvenus, je vous souhaite la bienvenue au rapport quotidien sur la situation. Je salue l'équipe ALGO et les membres de la chaîne, heureux de votre retour parmi nous, surtout vous. Les Russes ont gagné du terrain à l'est de Bokros, près de Menorad. Les combats se poursuivent, mais ils n'influencent pas autant les déplacements du front que ce que nous avions supposé il y a quelques semaines. Demain, je vais réinscrire les unités sur la carte de situation, car les Ukrainiens ont effectué une nouvelle rotation. De nouvelles sous-unités sont devant la ville, d'autres combattent à l'intérieur. Pour nous, cela signifie dans le premier cas simplement qu'on peut encore quitter cette poche ici et aussi y entrer à nouveau. Et ce par cette ouverture ici. Cela signifie que, même si cela devient parfois très difficile, il est encore possible de faire une rotation. Sinon, nous ne verrions pas ici de nouvelles unités qui combattent maintenant dans la région de Menorad. Rien que cela devrait déjà remettre en question certaines théories sur une boîte fermée. Non, mais les personnes qui diffusent cela, de toute façon, ça ne les intéresse pas. Pour l'instant, c'est globalement ce que montre la carte de situation, avec les zones jaunes incluses. Dans les zones de combat, la situation reste très mauvaise pour les deux camps. D'un côté, ils sont évidemment engagés dans des combats qu'ils ne peuvent presque plus gagner, et de l'autre côté, les pertes sont extrêmement élevées. Les forces ukrainiennes ont également réussi à gagner du terrain, précisément à cet endroit. Il s'agit ici de la zone sud d'Ivanovka, et de la région située un peu plus au sud, qui était encore récemment occupée par les Russes. Ils ont maintenant pu reprendre cette zone et ainsi la libérer. Selon Deep State, 53 soldats russes ont été tués et 19 capturés lors de l'opération. Cela représente près de 30% des pertes russes actuellement prisonniers ici. C'est un taux exceptionnellement élevé, probablement fixé par les Russes. Du côté ukrainien, il est de toute façon très important de capturer les soldats russes autant que possible et de ne pas les abattre. La raison en est qu'ils peuvent l'échanger contre un prisonnier de guerre dont l'armée a besoin. Mais les Russes se battant souvent jusqu'au bout. Ici, par exemple, des Ukrainiens demandent de faire un prisonnier et surtout de ne pas le fusiller. Le soldat russe se cache ici dans le trou en bas à gauche. Ils lui disent aussi de se rendre et qu'ils sont en supériorité numérique. Et qu'est-ce qu'il fait alors? Il lance une grenade depuis le trou et se fait ensuite abattre. Pourquoi s'engager dans un combat aussi désespéré? Parce qu'on leur dit qu'en cas de captivité, ils seront torturés, battus et maltraités par les Ukrainiens. Ils ne veulent évidemment pas cela. Nous les effrayons en expliquant les conséquences s'ils sont capturés. Et donc ils préfèrent mourir en essayant d'entraîner 1 ou 2 soldats avec eux dans une mort héroïque, plutôt que de se rendre. Et si nous constatons maintenant un taux de capture inhabituellement élevé, cela pourrait être le signe d'un moral qui s'effrite ou tout simplement d'une formation extrêmement médiocre. Ou bien de forces mal approvisionnées, comme on le constate actuellement. Les familles des soldats russes, qui sont utilisés comme chair à canon près de Pokrovsk, comme ils le disent eux-mêmes, rapportent les conditions lors des nouvelles attaques de la Russie. Ils disent qu'ils n'ont ni eau, ni nourriture, ni plaque d'identité, ni vêtements appropriés, et qu'ils doivent donc demander de l'aide. Ils auraient également été impliqués seuls, sans supérieur ni cadre, dans de nombreuses missions de combat. Et la femme le sait aussi uniquement parce que son fils a été le seul survivant de la dernière attaque et a donc pu en témoigner. Une femme raconte que son mari est parti il y a 6 mois avec 42 autres hommes pour la guerre. Puis la question rhétorique se pose de savoir si l'on peut croire que lui ou l'un des autres est encore en vie. Mais non, aucun d'entre eux n'est encore en vie, selon ses dires. Son mari a tenu 6 mois entiers. On peut donc retirer immédiatement une semaine de formation de base. Et là, on s'approche déjà dangereusement des 4 mois et demi d'espérance de vie moyenne d'un soldat russe au front. S'il est parti il y a 6 mois, alors c'était involontaire. Il n'a pas été enrôlé par le système, il s'est porté volontaire. Quelqu'un qui voulait aller à la guerre de son plein gré et qui a décrit le soutien qu'il a reçu pour cela. Peu importe s'il l'a fait après le travail en buvant quelques verres de vodka dans le bar du coin. Quand un recruteur russe est entré, leur a vanté les avantages, leur a présenté les contrats et les a ensuite persuadés de signer. Comme déjà vu à plusieurs reprises, peu importe s'il s'agissait de tromperie ou d'un choix volontaire. Ils ont pris cette décision eux-mêmes, et ils seront eux-mêmes responsables s'ils tombent dans une guerre d'agression du côté de l'agresseur. Mais pour sa femme et sa famille, c'est moins vrai. Peut-on vraiment condamner tous les Russes pour s'être portés volontaires, ou du moins la majorité? Mais derrière cela, il y a toujours des familles.
Et il faut aussi se mettre à la place de ces personnes. Il faut aussi penser à leur accès à l'information. Imaginez-vous à leur place. On leur dit toujours « on gagne, on gagne, on gagne, tout va bien, nous sommes les plus puissants, nous sommes les meilleurs ». Et au final, il ne resterait plus qu'à écraser quelques insurgés, et tout ça pour beaucoup d'argent. Ensuite, on envoie des membres de la famille là-bas qui tombent au bout de quelques jours, et on ne reçoit peut-être même plus rien de l'État en retour. Là, on se sentirait évidemment dupé et on serait très en colère. Et bien sûr, c'est aussi un grand choc pour eux. Et peut-être même un choc plus grand que s'ils avaient maintes su dans quoi certains de leurs proches s'étaient engagés. La raffinerie de pétrole près d'Orsk est de nouveau en feu. Chaque jour, tout devient plus cher, même ici à Afipski Pétrole, dans la région de Kuban. La raffinerie a encore été touchée, ce n'est pas la première fois. Dans ce monde, seuls 2 pays produisent des drones très performants adaptés à cette guerre. Et bien sûr, il s'agit d'une part des Ukrainiens et d'autre part des Russes. Peu importe la qualité ou la modernité d'un drone occidental ou asiatique, ni le niveau d'intelligence artificielle ou de fonctionnalité spéciale. Presque aucun fabricant n'arrive à produire des drones simples, bon marché et disponibles en masse, qui sont adaptés au terrain d'opération et à ses particularités. Sauf bien sûr l'Ukraine et la Russie. Selon la Kiev Post, le pays produit désormais plus de systèmes qu'il n'en a réellement besoin. Les premières formations de volontaires de lettons et lituaniens montrent que les drones ukrainiens seront aussi exportés à l'avenir. Bien que l'Ukraine dépende encore de l'aide occidentale pour les munitions et missiles anti-aériens qu'elle ne peut produire, elle est reconnue comme un leader mondial des technologies de drones. Les fabricants ukrainiens soulignent que leurs systèmes sont continuellement améliorés grâce au retour d'expérience du front. Il n'existe pas une seule génération de drones. Ensuite, on repart de zéro pour reconstruire. Non, on les envoie au front et on reçoit immédiatement un retour d'information. On adapte quelque chose de nouveau, on les renvoie, on adapte encore quelque chose de nouveau, et ainsi de suite. Et puis, ici, nous avons un grand arsenal de drones, qui est presque toujours impliqué dans les dernières nouveautés. Bloomberg évalue la production annuelle à 4 millions de drones. Au Danemark, la première usine d'armement ukrainienne à l'étranger démarre ses activités et fournit le carburant aux Flamands Roses. Malgré les capacités élevées, de nombreux fabricants ukrainiens travaillent en dessous de leur pleine capacité. Voici la source TechBoss en Ukraine, d'où leur ouverture au modèle d'exportation et de coopération. Ce serait absolument avantageux pour nous en Occident, je dois vous le dire tout de suite. Parce que ces drones qui sont fabriqués là-bas, je veux dire des drones assez simples et bon marché, les produits en masse, ils manquent ici. Nos fabricants, eux, mettent leur priorité sur des choses complètement différentes, comme par exemple l'optimisation de l'intelligence artificielle, l'optimisation de la portée, et ainsi de suite. Là-bas, la devise est aussi bon marché, simple et rapide que possible. La Russie comble aussi son retard technologique, les Russes progressent également, pas seulement l'Ukraine. Une unité anti-drones appelée Rubicon détecte de plus en plus la position des unités ukrainiennes. Et pas seulement les unités, mais surtout les pilotes de drones. Des représentants des forces armées ukrainiennes déclarent au Financial Times que si les drones sont vite remplacés, ce n'est pas le cas des pilotes expérimentés. Et comme les Russes disposent de toute façon de mesures anti-drones assez médiocres de leur côté, ils essaient maintenant de cibler spécifiquement les pilotes et de les traquer tout simplement avant d'essayer d'abattre chaque drone individuellement. Ceci est très efficace contre cette unité. Selon les informations du Wall Street Journal, il semble que les discussions entre l'envoyé spécial américain Steve Witkoff, Jared Kushner et le négociateur russe Kirill Dmitriev à la fin octobre à Miami n'ayant apparemment pas eu lieu seules. Dans le cadre des efforts diplomatiques pour mettre fin à la guerre en Ukraine, cette rencontre a abouti à un plan en 28 points, d'abord critiqué puis atténué, prévoyant une résolution en faveur de Moscou. Mais ces recherches du Wall Street Journal suggèrent qu'en parallèle, des projets économiques d'envergure ont été préparés. Witkoff, Kushner et Dmitriev ont donc conçu un nouveau concept pour relancer l'économie entre les États-Unis et la Russie. Le prétendu plan de paix poursuivait moins des objectifs géopolitiques que le but principal de permettre des projets d'investissement et de s'appuyer sur des accords que Trump et Poutine auraient déjà discutés lors de leur rencontre en Alaska en août. L'élément clé était l'utilisation d'environ 300 milliards de dollars gelés de la Banque centrale russe pour des projets d'investissement communs, y compris en Ukraine. Les interlocuteurs auraient aussi envisagé l'exploitation conjointe de ressources arctiques, dont terres rares, gaz et pétrole. La reprise éventuelle de projets énergétiques précédemment interrompus, comme Nord Stream 2 par exemple, aurait également été discutée.
C'est précisément dans ce but qu'il était apparemment prévu que les États-Unis dirigent de manière déterminante la reconstruction économique de l'Ukraine. Selon le Wall Street Journal, avant les projets prévus dans l'Arctique, c'est surtout l'entrepreneur Gentry Furbich qui pourrait en profiter, un proche de longue date de Donald Trump et un important donateur de campagne. Beach s'était déjà intéressé cette année à un éventuel rachat des infrastructures restantes de du gazoduc Nord Stream 2. Cela a été confirmé par le porte-parole du gouvernement, Stefan Haberstreit. En outre, selon les services de renseignement européens, des oligarques proches du Kremlin comme Gennady Timochenko, Yuri Kovalchuk et Boris, ainsi qu'Arkady Rotenberg, auraient déjà entamé des discussions avec des entreprises américaines concernant des projets gaziers et miniers. Parallèlement, ExxonMobil aurait négocié cet été au Qatar avec Rosneft au sujet d'un retour dans le projet gazier de l'île Pacifique de Sakhalin. Witkov a expliqué au Wall Street Journal qu'à son avis, un accord économique global avec la Russie conduirait automatiquement à la paix. Les représentants des gouvernements européens voient cela d'un œil critique. Le Premier ministre polonais Tusk affirme que ce projet n'est pas un plan de paix, mais plutôt un projet commercial entre la Russie et les États-Unis aux dépens des Ukrainiens. Witkov prévoit un nouveau voyage à Moscou la semaine prochaine pour voir Poutine. C'est sa 6e visite en Russie cette année, sans aucun voyage en Ukraine. C'est un vrai coup de poignard dans le dos pour chaque Ukrainien et Européen. Ici, il ne s'agit pas seulement de décider de l'avenir de l'Ukraine sur la base d'ambitions financières et des États-Unis, mais aussi de négocier la position de pouvoir de l'Europe. Elle est aussi évincée, tout se joue au-dessus d'eux. Mes chers spectateurs, sentez-vous déjà le coup de poignard allemand dans votre dos ? Il est plus proche que certains ne l'admettent. Hier, nous avons regardé 2 pétroliers en train de couler, attaqués par des drones ukrainiens en mer Noire. Un 3e pétrolier fantôme apparaît aujourd'hui, cette fois près des côtes sénégalaises, et non en mer Noire. Là-bas se trouve le navire Mersin, qui commence à couler et est aussi en feu. Aucune raison n'a encore été donnée à ce sujet, car les circonstances sont mystérieuses. Le groupe énergétique russe Rosneft a annoncé une nette baisse de son bénéfice net pour les 9 premiers mois de l'année 2025. Le résultat a chuté d'environ 70% pour atteindre 277 milliards de roubles, soit environ 3,57 milliards de dollars américains. L'entreprise a cité comme principale raison le niveau élevé des taux d'intérêt, la baisse des prix du pétrole, le renforcement de la monnaie nationale et l'augmentation des dépenses pour les mesures de sécurité antiterroristes. Rosneft affirme que ces facteurs ont fortement affecté la rentabilité de plusieurs secteurs. Voilà la version russe. En fait, les sanctions contre les compagnies pétrolières et les attaques de drones ukrainiens contre les raffineries sont la vraie cause de ce déficit. Mais l'exploitant ne peut évidemment pas l'annoncer ainsi. Il y a quelques mois, je vous ai montré dans un reportage que les Ukrainiens utilisaient tant des contre-mesures électroniques contre les bombes planantes. Entre septembre et novembre, les forces de défense aérienne ukrainiennes ont pu, selon leurs propres déclarations, détruire jusqu'à 100 bombes guidées russes ou les détourner de leur cible grâce à cela. Actuellement, de nouvelles contre-mesures et armes sont testées afin de réduire l'efficacité des munitions de précision larguées par la Russie depuis les airs. Un remerciement particulier va aux membres de la chaîne Algo Crew et surtout au lieutenant-colonel Renek. Et sur ce, je vous remercie comme toujours de votre écoute. Abonnez-vous, likez, commentez et à la prochaine mise à jour.